Bonjour et bienvenue. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Hakim El Karoui. Hakim El Karoui, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. C'est un plaisir. Eh bien écoutez, j'ai la coutume avec mes invités de leur proposer un portrait. Donc vous n'allez pas y échapper. Je vous propose qu'on le regarde et puis qu'on en parle après ensemble. El Karoui. Hakim El Karoui. Bonjour Hakim El Karoui. Bonjour. En 1971, ce franco-tunisien écarquille pour la première fois les mirettes à Paris. Et 47 ans après, il a un projet. Réformer l'islam en France. Quelle mouche l'a donc piqué? Dans son CV, il se dit musulman, ok. Mais est-ce que ça suffit? Même s'il y a du normalien et de l'agrégé de géographie chez lui, et que côté famille, 3 de ses oncles sont d'anciens ministres tunisiens, dont un sous Bourguiba et même un Premier ministre. Ouais. Bon, côté carrière, faut savoir que le consultant think tanker et essayiste a été conseiller de Jean-Pierre Raffarin à Matignon, banquier d'affaires chez Rothschild, qu'on lui attribue des connexions avec Ben Ali à cause de 2 notes adressées à l'ex-dictateur tunisien en pleine révolution tunisienne. On le soupçonne même d'être de ceux qui murmurent à l'oreille d'Emmanuel Macron. Dans certains milieux autorisés, on lui aurait tricoté un blase sur mesure. Raspoutine. Alors réformer l'islam? Et donc on a le sentiment que finalement tous les musulmans sont des islamistes. Il se trouve que les islamistes sont très contents de ça parce qu'évidemment, eux, ils veulent dire que leur islam, c'est l'islam. Et c'est ça le piège dans lequel il ne faut pas tomber. Quand M. El Karoui se dit inquiet pour la cohésion nationale, ses détracteurs affirment au contraire qu'il veut livrer la France aux islamistes, voire aux salafistes djihadistes. En tout cas, pour illustrer son projet, il a pondu un bouquin, L'islam, une religion française. Et pour être française, l'expert en oseille déclare que cette religion a un grand besoin de financement et d'organisation. Et ça doit aussi cesser d'être un truc d'arabe, de maghrébin ou de banlieue. On fait des accords avec l'Arabie Saoudite, qui est le lieu même de la production et de la diffusion du salafisme. Et en même temps, on dénonce le salafisme. Ça, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il faut faire sur l'islam? Il faut franciser l'islam. Et créer des institutions qui seront des institutions françaises. C'est ça la solution. Audible, Hakim, pour les Français musulmans, notamment ceux des cités. En tout cas, non content d'être un thinker, mais également un doueur en matière d'islam de France, Hakim El Karoui a aussi accepté qu'on cause de tout le reste. C'est pourquoi il est mon invité. Alors Hakim El Karoui, bien entendu, première question, que pensez-vous de ce portrait? Qu'est-ce que j'en pense? Je trouve ça sympa. Je trouve ça rigolo. J'aime bien le côté Raspoutine, surtout dans sa version pop, moins dans sa version russe. Je trouve que voilà, faut parler de tout ça. Puis il faut parler de ce qui pourrait fâcher, de ce qui pourrait rassembler aussi. Alors, est-ce que dans ce qui pourrait fâcher ou dans ce qui pourrait rassembler, on peut introduire et inscrire votre réussite? Parce qu'on peut le dire, vous avez réussi. Moi, franchement, je pense qu'on a réussi le soir. C'est une question personnelle. Je ne suis pas sûr d'avoir réussi. Pour moi, réussir, vous savez, c'est faire des choses. C'est pas seulement une réussite scolaire ou professionnelle. C'est à la fin, on s'est dit, j'ai servi à quelque chose. J'ai servi à quelque chose sur le plan privé, sur le plan personnel, sur le plan familial, mais aussi sur le plan public. Et je crois vraiment, vraiment beaucoup à l'engagement public. Alors cet engagement public, vous l'avez démontré à plusieurs reprises, vous êtes ambitieux. Est-ce que cette ambition, nous pouvons l'attribuer à vos origines, à votre filiation familiale, ce que nous avons pu voir dans le portrait? Est-ce qu'il y a quelque chose qui relève de cela? Je suis ambitieux, oui, mais vous savez, je ne cherche pas des postes, par exemple, parce qu'en général, l'ambition, c'est je veux avoir un poste. Je suis ambitieux, ça c'est vrai.
Je suis ambitieux dans les objectifs que je me donne ou dans les sujets que je vais traiter. Parce que là, vous avez parlé d'islam, mais mon livre d'avant, c'était sur les retraités, la répartition des richesses entre les générations. Celui d'avant, il s'appelait Réinventer l'Occident. Il parlait largement de la Chine. Donc, je ne suis pas concentré sur ce sujet-là parce que je serais musulman, parce que je serais d'origine tunisienne, etc. Les sujets de la société française m'intéressent. La question de l'islam est devenue un sujet majeur de la société française. Puis, par ailleurs, à titre personnel, je me sens évidemment concerné. Donc, pour moi, c'est ça l'ambition, c'est contribuer à faire bouger les lignes, d'une certaine manière. D'où ça vient? Alors, oui, clairement, ça vient très probablement enfin, pas de mes origines familiales, mais de mes discussions avec mes oncles, quand j'étais petit, quand ils me racontaient ce qu'ils avaient fait, qui avec Bourguiba, parce qu'il était contre Giscard, ou Ben Salah, quand il était poursuivi par la police de Giscard, et quand il venait chez nous à Paris, incognito, il sonnait la porte, il avait un poisson, et il venait dire « je viens faire le couscous ». Et il était pourchassé par la police. Alors ça crée une sorte de halo de mystère. Ça crée un halo aussi qui explique la dureté de la politique. Parce que l'expérience de Ben Salah, sur qui j'ai fait ma maîtrise d'histoire, elle est très douloureuse. Toute la famille, sa famille proche en a souffert, mais toute sa famille, ses beaux-frères, etc., tout le monde en a souffert parce qu'il est passé de la du Capitole à la Roche-Tarpéienne en un instant. Il était le ministre tout-puissant de Bourguiba, il est devenu le paria, jeté en prison. Il s'est évadé parce qu'il savait qu'il allait être assassiné. Et tout ça vous donne des idées quand même assez proches de ce que ça peut être la politique. Et du coup, ça vous donne envie à la fois d'y participer, mais aussi d'être très prudent. Donc vous avez été fasciné par le parcours de vos oncles. On peut dire véritablement que ça participe de ce qui est le moteur chez vous aujourd'hui. Fasciné, j'ai grandi avec ça, avec leurs histoires. J'avais un grand-oncle qui était le proviseur du lycée de Sousse dans les années 40 et dans les années 50, qui a formé le lycée de Sousse, tous les militants de l'indépendance. Lui, il était à Paris dans les années 30, il avait rencontré Bourguiba, il le connaissait très bien. Il a été son ministre ensuite. Oui, et puis après, il y a eu mon oncle qui était d'abord président du club de foot de Sousse, l'Étoile sportive du Sahel, qui était un grand médecin et qui ensuite, sur le tard, s'est engagé avec Bourguiba, qu'il connaissait depuis ses études à Paris. Tout ça a évidemment construit mon parcours, ma représentation du monde. Après, moi, ma vie, elle est en France. Elle est en France et visiblement, le portrait en a parlé également, on vous prête cette capacité à murmurer, à chuchoter à l'oreille, par exemple, d'Emmanuel Macron. Alors, rumeur, c'est vrai Moi, je chuchote à l'oreille de personne. En fait, vous savez, sur la question de l'islam, j'ai fait un rapport il y a 2 ans. J'en ai fait un autre sur la politique arabe de la France l'an dernier. J'ai écrit un livre au début de l'année 2018 que vous avez montré qui s'appelle « L'islam, une religion française ». J'ai sorti ces jours-ci un nouveau rapport qui s'appelle « La fabrique de l'islamisme ». Tout ce que je fais est public. Et tout ce que je peux dire, ce que je dis en privé, c'est ce que je dis en public. Mais dans ce que je fais, je ne veux pas m'arrêter au constat. Le constat, je pense, c'est très important pour pouvoir proposer, mais si on ne propose pas, ce n'est pas intéressant. Donc, je propose, j'imagine, je connais un peu le monde politique, j'ai été 3 ans conseiller à Matignon, donc je sais comment on fait pour parler à des responsables politiques, et j'essaye de proposer des idées, des solutions, etc. Donc, je vais parler à ceux qui ont besoin qui peuvent être intéressés. Quand ça ne les intéresse pas, je ne vais pas leur parler. Et j'essaye de trouver des solutions avec eux dans la mesure où ils sont partie prenante. Après, ils en font ce qu'ils en veulent. Et Emmanuel Macron, le premier, évidemment. Alors, on parlait d'Emmanuel Macron. Vous dites que vous êtes en France et ce qui vous intéresse est en France. Et pourtant, il y a une polémique, en tout cas, qui ne vous lâche pas, qui vous colle à la peau. C'est la fameuse affaire Ben Ali et donc 2 mails que vous auriez envoyés, ou en tout cas quelque chose qui relève de cela. On peut en parler, Kim El Karoui ? Bien sûr. Vous savez, moi, je revendique tout ce que je fais, et notamment ça. Il faut, sur ce sujet, se remettre dans le contexte. Pour moi, le contexte était très simple. J'étais en vacances de Noël 2010. En Tunisie ? En Italie. Je suivais les informations.
Bouazizi, on n'en avait presque pas entendu parler. Par contre, il y a les manifestations qui commencent. Et puis, il y a un premier discours à la télévision, je pense, de Ben Ali, où il dit « tout ça, c'est des terroristes ». Et puis, il y en a un deuxième, où il répète la même chose. Et je me souviens très bien, j'étais avec un de mes amis, je lui dis « tout ça, ça va », j'étais revenu à Paris, « tout ça, ça va très mal finir ». Parce qu'à la fin, il n'a rien compris à ce qui se passe. Et à la fin, il va envoyer les chars. Il y a déjà eu des chars en Tunisie, il y a déjà eu des chars en Algérie, il y a déjà eu des chars au Maroc. Les Maghrébins ont l'habitude, les dirigeants maghrébins ont l'habitude de gérer les mouvements sociaux par la force et par les armes. Et je me suis dit, il va y avoir 5000 morts. Bon. À partir de là, on fait deux choses. Soit on attend, on regarde la télé en se disant, tiens, il va y avoir 5000 morts. Soit on se dit, moi, à ma petite place, qu'est-ce que je peux faire ? Je suis toujours resté le plus loin possible de Ben Ali et de sa clique et de sa famille et de l'Etrabelsi. J'aurais très bien pu leur parler, etc. Je ne l'ai jamais fait. J'avais un de mes amis qui était le gendre de Ben Ali. Vous allez me dire, c'est faux, évidemment, regardez. Non, le gendre du premier lit. Le gendre du premier lit, famille qui était déjà aisée avant, etc. Je l'appelle et je lui dis, il va y avoir 5000 morts. C'est pas possible. À aucun moment, c'est peut-être mon erreur, à aucun moment j'ai pu penser que tout ça allait aboutir au départ de Ben Ali. Dans ces cas-là, il y a déjà eu trop de morts, mais il n'y a pas eu le bain de sang, le massacre que je craignais, avec derrière un raidissement du régime. Bon, ça, c'était mon erreur. Bon, peut-être pour ma défense, c'était l'erreur de tout le monde, y compris des opposants les plus farouches de Ben Ali. Et donc, je lui ai dit, il faut faire quelque chose. Et qu'est-ce que moi, je peux faire ? Rien. La seule chose que je sais faire, c'est faire des notes. Bon. Et qu'est-ce que je propose dans cette note ? D'éloigner sa famille, d'éloigner ses conseillers et d'engager un processus démocratique à froid. Alors on va dire, vous l'avez conseillé, vous avez voulu le sauver. Je n'ai pas voulu le sauver, j'ai voulu éviter 5000 morts. Quand on reconstruit l'histoire a posteriori, on se dit tout ça, il était avec lui, il a essayé de le sauver parce qu'il savait qu'il allait partir. Ce n'est pas du tout ça la vérité. La vérité, c'est que tout le monde pensait qu'il allait rester et qu'il allait commettre un massacre de masse. Je me souviens, après son discours, on a dit que j'avais écrit son dernier discours. Je ne l'ai jamais rencontré, Ben Ali. Je n'ai jamais vu physiquement. Je n'ai jamais été à une manifestation où il était présent. Jamais. J'aurais eu du mal à écrire son discours. Le dernier discours où il parle en dialecte. Il dit « Je baisse les armes ». Ce discours, il est fondamental parce qu'en fait, le 14 janvier, la Révolution, ce n'est pas le 14 janvier, c'est le 13 au soir. Alors, il ne dit pas « je pars demain », il dit « je ne me représente pas ». Mais il y a deux grands messages. Je baisse les armes et je ne me représente pas. Et c'est parce qu'il a dit ça que le lendemain matin, il y a 5000 personnes devant le ministère de l'Intérieur. Et après, il s'est passé quelque chose qu'on ne sait toujours pas. Il a fui. Tant mieux. Mais moi, je revendique ce que j'ai fait. Et je pense que le problème, ce n'est pas ce que j'ai fait moi, c'est que j'ai été quasiment le seul à le faire. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas toute l'élite tunisoise, toute l'élite politique de la Tunisie, qui lui a dit « il ne faut pas tirer, il ne faut pas assassiner, il y a une autre solution, il faut parler, c'est fini pour ta famille, les Trabelsi, etc., tes conseillers, c'est fini, il faut passer à une autre phase. » Bon, ça a été encore plus vite, tant mieux. Mais moi, je revendique ce que j'ai fait. Et vous pensez que les deux notes que vous avez envoyées ont joué un rôle ? Ou alors, vous dites juste que je l'ai fait, il fallait que je le fasse ? Non. Un point, c'est tout. Je sais pas, hein, j'étais pas là, mais franchement, je ne crois pas. Dernière question pour ce premier épisode ensemble à Hakim El Karoui. Peut-être une question indiscrète. Et vous savez, sur la Tunisie, pardon. Je vous en prie. J'ai fait deux choses sur la Tunisie à ce moment-là. J'ai écrit ces notes-là à Paris en me disant il faut éviter un massacre. Et puis après, j'ai fait autre chose. Il y a eu un changement de gouvernement, donc il part le vendredi 14. Dans la nuit du 14 au 15, le Premier ministre d'alors, Mohamed Ranouchi, et les anciens qui reviennent se disent qu'est-ce qu'on fait ? D'ailleurs, quel article on invoque ? Est-ce qu'il est empêché temporairement ou est-ce qu'il a fui ? Finalement, c'est l'article, je ne sais plus si c'est 54 ou 55, ils ont considéré qu'il avait fui. Donc il y a un nouveau président qui est nommé. Le Premier ministre, qui était Mohamed Ranouchi, reste. Lui, je le connaissais. Bon. Il renomme un gouvernement. Je me dis, mais c'est pas possible. Il n'a rien compris. Il avait enlevé les plus corrompus et il avait gardé les anciens, l'incarnation de l'ancien système. Et je dis à mon oncle, celui qu'on a vu là, qui a été Premier ministre
de Ben Ali de 89 à 99, avant les histoires de corruption, je lui dis, ça ne peut pas tenir. Vous n'avez pas compris ce qui se passait. Et là, pour le coup, je l'avais compris. Je n'avais pas compris qu'il allait fuir, j'avais compris qu'on était dans une révolution démocratique. 3 jours après, je lui ai dit, je vais venir. Je vais venir parce que Mohamed Ranouchi, visiblement, il ne s'est pas communiqué. Pour une raison simple, il était 10 ans Premier ministre, il n'est jamais passé à la télévision. Parce qu'il n'y en avait qu'un qui passait à la télévision. Et je suis arrivé le mercredi 19, avec mon ami Mehdi Ouass. Et là, pendant 3 jours, en fait, on n'a pas géré la communication. On a géré un État qui était en train de s'effondrer. Et où il n'y avait plus que quelques personnes, à la Casbah, c'est le siège du gouvernement en Tunisie, quelques personnes, Mohamed Ranouchi, moi, et puis une petite équipe que j'avais rassemblée, quelques ministres qui restaient là, et qui étaient pris dans un tourbillon politique absolument extraordinaire. La Tunisie était pendant ces quelques jours-là le centre du monde. On ne savait absolument pas ce qui allait se passer. La place de la Casbah était envahie, nous on était dans les bureaux, le bâtiment était ouvert, 5000 personnes sont arrivées, on commençait à crier, le ministère de l'Intérieur a dit on ne peut rien faire, le ministre de la Défense a dit on ne peut rien faire, et moi je disais au Premier ministre, il faut changer le gouvernement, il faut envoyer des signes, non seulement aux gens qui sont sur la place, mais à l'ensemble de la population. Je suis parti le dimanche, l'équipe était en place, le processus pour changer le gouvernement avait commencé. Je suis parti le dimanche, je suis rentré à Paris et j'ai dit « mon job est fini, mon rôle est fini. Chacun sa vie, ma vie est en France. » J'ai servi peut-être à un moment à faire un peu de transfert de technologie démocratique. Je l'ai aidé à faire sa première émission de télévision. J'ai insisté sur le fait de renouveler le gouvernement, d'aller chercher des blogueurs, d'aller chercher des gens qui venaient de la société civile. Tout ça, c'était inimaginable pour l'élite dirigeante tunisienne. Et puis, ça a donné un deuxième gouvernement. Et puis, Béji Raïd Sebsi est arrivé. Et la situation a été stabilisée. Je suis rentré. Je n'ai rien demandé à personne. Je me suis fait accuser d'avoir formé moi-même le gouvernement, ce qui était complètement faux. J'étais rentré, j'avais dit, soit on est dedans, soit on n'est pas dedans. Si on n'est pas dedans, ça ne sert à rien de faire semblant, de s'appeler, etc. Bon. Il se trouve que dans ce gouvernement, il y avait des gens qui étaient venus avec moi. Pour une raison très simple. Il n'y avait plus personne. Donc, Mohamed Ranouchi avait pris les gens qui étaient disponibles. Bon. Et ces gens-là, je pense qu'ils ont fait du bon boulot. Voilà. C'est ça mon expérience de la révolution tunisienne. Après, franchement, on dit ce qu'on veut et on déforme ce qu'on veut. Ça, c'est la liberté. C'est important, la liberté. Même la liberté de dire n'importe quoi. Alors, je vais vous octroyer la liberté de répondre à ma dernière question, Hakim El Karoui. Excusez-moi, j'ai été long. Non, il n'y a pas de souci. C'est important d'en parler. Je pense que c'est important et je pense qu'on continuera d'en parler encore un moment. Est-ce que vous vous définissez, à côté du fait d'être français, est-ce que vous vous définissez comme ou en tant que musulman ? Je suis musulman. Pour moi, c'est une affaire privée. D'une certaine manière, c'était d'abord la décision de mes parents. Mon père est musulman, ma mère est protestante. On vivait en France. Pour des raisons personnelles, mon père ne rentrait pas en Tunisie. Ils ont décidé, et mon père était plus pratiquant que ma mère, ils ont décidé que la religion des enfants serait l'islam. J'ai grandi dans l'islam. Je suis pratiquant, je suis croyant, je suis musulman. C'est une affaire privée. Sauf que l'islam aujourd'hui, la religion musulmane, n'est pas en France uniquement une affaire privée. Ça, on va en parler au prochain épisode. On va en parler. Merci beaucoup, Hakim El Karoui, de vous être prêté au jeu et à très bientôt. Merci à vous.